Donc, on va commencer par définir ce qu'on appelle la conscience, du moins en termes de neurosciences cognitives. C'est l'état qui permet la connaissance de soi et de l'environnement et surtout d'interagir avec cet environnement de manière adaptée. Et donc, il y a d'emblée deux aspects de cette conscience. Il y a l'aspect transitif qu'on appelle l'accès conscient, l'anglais awareness, qui est vraiment la capacité de prendre conscience d'une information spécifique, qu'elle soit visuelle, sensitive, mais aussi bien sûr d'une émotion ou d'une mémorisation, quelque chose de mémoire physique. Et puis il y a l'état de conscience qui est, ça va être quelque chose qui fluctue de manière spontanée et de manière physiologique. D'ailleurs, vous dormez, vous n'avez pas de l'état de conscience que ce matin, on va écouter. Et puis qui fluctue de manière pathologique en réponse à l'essentiel matériel déraillé et il est plus important des concepts qui entraînent des états de conscience interexistants. Et ce qui est important, c'est que pour avoir accès à l'état de conscience d'un patient, cet accès conscient, le plus simple, c'est quand même de lui demander qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent. Et chez vous et moi, ça ne pose pas trop de problème, ça se fait à responsabilité. Si vous me dites que vous m'entendez, a priori, je pense que vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Si vous ne le dites pas, c'est beaucoup plus difficile et c'est ça qui est compliqué chez ces patients. Et donc, il y a aussi des débats dans lesquels je ne vais pas rentrer sur le fait est-ce que la conscience, c'est vraiment cette rapportabilité, cette conscience d'accès, ou est-ce que c'est quelque chose aussi de plus phénoménologique. Mais en fait, pour le topo et pour ces neurosciences de manière générale, encore plus pour la clinique, c'est un débat qui n'est pas très fécond, puisque en fait, ce qu'on appelle la psychotraitement, la conscience phénoménale, on n'y a pas accès. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'interagir avec le patient, ensuite, évidemment, on peut dire pas, on peut faire la rééducation sur la phase d'interaction. En fait, c'est très difficile, voire impossible. Donc, c'est aussi un des arguments pour parler de conscience en termes de rapportabilité. Alors, sur la physiopathologie, la conscience, je ne vais pas m'étendre, et puis c'est forcément simpliste, mais globalement, il y a deux grands systèmes qui fonctionnent en parallèle et qui sont absolument indispensables. C'est le système de l'éveil, wakefulness ou arousal en anglais, ou la vigilance en français, et qui est principalement chez la dépendance de structures profondes qui se situent dans le tronc cérébral, dans le postérieur et supérieur, donc le poumon et l'encéphale, ce qu'on appelle la substance réticulée activatrice ascendante. Donc, c'est une substance, c'est très hétérogène, extrêmement complexe. Il y a beaucoup de noyaux différents avec différents neuromédiateurs, notamment cholinergiques, qui vont projeter les neurones sur le thalamus et aussi sur l'ensemble du cortex, notamment sur la partie antérieure du cortex. Et pour le dire un peu schématiquement et simplistiquement, ça va vous éveiller le cortex et le préparer à recevoir l'information qui pourra le traiter de manière consciente. Si ce cortex n'est pas éveillé, il ne pourra pas recevoir l'information, il ne pourra pas la traiter de manière consciente. Cela dit, ça ne suffit pas d'être éveillé, et c'est ce qui va expliquer le stade végétatif totalement, puisqu'on sait qu'ensuite la conscience, notamment la conscience d'accès, comme je dis, accéder à certaines informations, ça met en jeu des régions cérébrales beaucoup plus distribuées et plus vastes, et qui sont pour le coup cette fois-ci corticales, et qui nécessitent une communication entre le thalamus et notamment le cortex préfrontal et le cortex pariétal associatif. C'est un réseau très distribué, donc il n'y a pas une zone précise que vous pouvez léser au niveau du cortex qui va vous entraîner un trouble de conscience. Alors que si vous faites une lésion dans la substance articulaire activatrice ascendante, vous allez voir un trouble de vigilance, donc de conscience aussi, et un coma en fait. Et puis ensuite, il y a des processus d'amplification fonctionnelle, on n'est pas conscient systématiquement de tout ce que notre cerveau traite, y compris dans ses réseaux corticaux. Et donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Et ça, c'est vrai pour l'accès conscient et l'information spécifique, mais aussi, ça différencie bien les différents états de conscience même physiologiques, comme le sommeil, l'anesthésie générale, ou même les épilepsies avec perte de conscience, donc l'épilepsie à présence, c'est l'épilepsie généralisée, et l'épilepsie pas très complexe, on voit qu'il y a une diminution de l'activité métabolique et électrique dans ces différents réseaux très distribués. Alors, les premiers troubles de conscience d'esprit sur le plan médical, c'est très vieux, c'est le coma, vous avez tous entendu bien sûr ce terme. C'est un terme grec qui veut dire sommeil profond. Il est écrit au IVe siècle, on attribue souvent Hippocrate, donc c'est la médecine hippocratique, ce n'est pas forcément lui directement. Et la définition un peu classique du coma, c'est un état d'absence d'éveil et d'absence de réponse. Un responsiveness, c'est qui se caractérise en pratique par des gens qui ont les yeux fermés et qui ne répondent pas à la stimulation. On envie de serrer la main, ouvrir les yeux, tout ça, ils ne le font pas. Et ça, ils ne le font pas, même si vous les stimulez fortement. Et la stimulation forte, c'est la stimulation douloureuse, plus forte. Et donc, les gens restent avec les yeux fermés sans aucune réponse. Ça, c'est le coma. En fait, c'est une définition qui est en train de changer. C'est quelque chose qui est très actif sur le plan scientifique et sur la fin du topo.
niveau. Vous voyez que la Curing Coma Campaign, ça a été lancé en 2019. C'est la société américaine de neuroréanimation. Et il y a tout un champ de recherche qui vise à essayer de mieux comprendre le coma, sa physiopathologie, mais aussi de développer des traitements spécifiques de l'entité coma, quelle que soit l'étiologie. Qu'est-ce qui met dans le coma? On a évoqué brièvement, ça c'est un rapport de différentes neuroréanimations, un sondage international. Globalement, c'est des accidents vasculaires cérébraux, notamment hémorragiques, des traumatismes crâniens. Dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, il y a aussi des hémorragies innervées, et puis l'arrêt cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, c'est les 5 grands pourvoyeurs. Pour les états de conscience altérés, c'est les mêmes causes, mais de manière un tout petit peu différente en termes de prévalence, puisque là, c'est l'arrêt cardiaque, donc l'anoxie cérébrale, et puis le traumatisme crânien grave, qui vont être les 2 grands pourvoyeurs d'états de conscience altérés persistants. Alors pourquoi on n'avait pas observé ces états de conscience altérés à l'époque d'Hippocrate? C'est assez simple, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'avènement de la réanimation, et avec plein de techniques que je ne vais pas vous lister, vous voyez, qui datent en gros du début du XXe siècle, la ventilation artificielle, ensuite et surtout le milieu du XXe siècle, pour la ventilation avec des respirateurs, même assez rudimentaires, mais qui fonctionnent bien, la ventilation mécanique invasive. Donc quand vous êtes dans le coma, vous ne respirez pas spontanément ou assez rapidement, donc si vous arrêtez de respirer, de faire des fausses gouttes et de mourir en fait de ça. Et donc si vous êtes pas mis en réanimation sur respirateur artificiel le temps de traiter la cause du coma, vous décédez. Donc ça explique que maintenant les patients survivent. Ensuite, il y a l'épuration extracorporelle, donc ce n'est pas spécifique du coma. Et puis bien sûr, l'amélioration des traitements spécifiques, dans les AVC, il y a eu des révolutions majeures avec la thrombolyse tonique qui font que vous allez survivre, mais parfois certaines séquelles ou de complications et qui vont entraîner cette attention aussi. Donc on est passé de ça à ça. Donc là, c'est un patient qui est dans une réanimation à Cochin, en l'occurrence, réanimé pour un arrêt cardiaque hospitalier. Vous voyez qu'il a des dispositifs pour refroidir sa température corporelle, il y a une échographie, il y a une dialyse, il y a un respirateur, il y a un scope pour mesurer en continu ce qui se passe. Donc c'est la complexité qui va engendrer le fait de survivre au-delà de la phase aiguë. Et ça entraîne, ce qui fait que les troubles de conscience sont très fréquents en réanimation. Parfois, ils récupèrent la cardiaque, parfois ils ne récupèrent pas complètement, c'est ce dont on a parlé. Et puis, ils ont un impact pronostic majeur, puisque déjà, c'est des patients qui sont très graves et qui peuvent mourir de l'infection cérébrale initiale ou des autres conséquences au terme d'organes. Mais ça va aussi avoir un poids très, très important sur les décisions de poursuite des soins ou d'arrêt des soins qu'on va porter, ce qu'on appelle les limitations et les arrêts des thérapeutiques actives. C'est des thérapeutiques, par exemple, ce n'est pas les soins qu'on arrête, les soins qu'on poursuit toujours. Et donc, ça, on sait que dans 2 tiers des cas environ, les gens qui ont une lésion cérébrale grave en réanimation qui décèdent, c'est suite à ces décisions justement de limitation et d'arrêt, parce qu'on juge que la course des thérapeutiques n'est pas raisonnable. On ne coïncide pas avec le projet de vie souhaité par le patient ou sa famille. Et puis, bien sûr, ensuite, ça entraîne la nécessité de la rééducation et la médecine physique et l'adaptation, parce que ces patients, une fois qu'ils sont sortis de la réadaptation de la phase aiguë, peuvent se mettre tout seuls et il faut essayer d'améliorer leur vie. Alors, une des premières choses qui a été mise en évidence, c'est dans les années 60, en fait, toujours c'est ce qu'on appelle le lock-in syndrome. En fait, c'est pas un état de conscience altéré, parce que vous savez tous probablement que la conscience est préservée, la cognition aussi, même si elle n'est pas toujours parfaite quand ça a pu être testé dans des études qui sont maintenant assez anciennes. Et donc, le lock-in syndrome, c'est l'atteinte de la partie antérieure du tronc cérébral devant cette substance réticulaire qui a fait 500 ans. Il fait qu'il n'y a pas de trouble de la vigilance, il n'y a aucune lésion verticale, il n'y a pas de trouble de conscience. Par contre, ça interrompt complètement, dans les formes classiques, tous les effecteurs moteurs, aussi bien le nerf facial. Et donc, il y a un petit dégit facial, pas la possibilité de parler, de bouger la face, et en plus une atteinte donc, de la vocalisation des artères, et puis une tétraplégie, ce qui fait que virtuellement, les gens, en fait, ils sont dans l'état de coma électrique, c'est-à-dire les yeux fermés, et quand vous les stimulez, ils ne répondent pas. Donc là, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la capacité motrice de faire, et ce n'est pas la capacité, on va dire, cognitive et consciente. Et puis ensuite, donc ça pose plein de questions, des difficultés diagnostiques, et il a été montré que les familles souvent reconnaissent, c'est encore des études anciennes, que les familles détectent les premiers signes de patients inconscients et maloctines avant les médecins, que le devenir fonctionnel il peut être compliqué, mais il peut être largement amélioré maintenant dans des interfaces de communication, qu'elles soient parfois rudimentaires ou beaucoup plus complexes. Et puis, il y a la question de la qualité de vie de ces patients, parce que vous savez, probablement, si on demande aux gens, qu'est-ce que vous aimeriez comme ça, tout le monde dirait non, je ne voudrais pas. Et puis, en fait, quand on demande aux gens qui sont dans cet état après un accident, la plupart, enfin, en tout cas 50%, avoir une qualité de vie acceptable. Et donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la. On dit le petit paradoxe, c'est
cas, ce n'est pas un état de conscience altérée. Et moi, ça a dû sauter à nouveau. Merci. Ensuite, le premier état de conscience altérée qui est décrit, c'est l'état végétatif. En 71, c'est donc par Janet et Plum. Et donc là, c'était une définition de gens, justement, et Janet et Plum avaient constaté que certains patients, on appelait à l'époque comateux, en fait, avaient été un peu particuliers par le fait qu'ils présentaient des mouvements spontanés, une ouverture des yeux, mais aucune réponse adaptée à l'environnement extérieur, ce qui faisait suggérer qu'ils n'étaient pas en coma, mais qu'ils n'étaient pas conscients. Et donc, voilà, c'est des patients qui avaient des périodes prolongées d'éveil. Donc, c'est un état d'éveil sans conscience. Et en fait, qu'est-ce qui persiste chez ces patients? Il y a une régulation autonome des fonctions végétatives, d'où le nom en partie. Et donc, ils sont tous dépendants du tronc cérébral, ce qui explique qu'ils ont un état d'éveil, un cycle veille-sommeil, et donc une substance articulaire articulatrice ascendante qui fonctionne à peu près correctement aussi. Il y a quand même souvent un trouble de vigilance et des fluctuations. Mais par contre, ils n'ont aucune preuve dans leur comportement d'une conscience de soi, et on a très peu accès, mais surtout d'une conscience de l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on a appelé aussi à un moment le syndrome apathique, c'est-à-dire sans cortex. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est ces mouvements qui ne sont pas adaptés à l'environnement. Et c'est tous ces mouvements-là, notamment des réponses motrices, des comportements qu'on peut observer, qui peuvent être expliqués d'un point de vue pathologique. Ça veut dire que c'est la cause de tous les penseurs répétitifs, mais ils peuvent être expliqués par des réflexes médulaires ou des réflexes du tronc cérébral qui n'impliquent pas du tout le cortex et les fonctions conscientes. Et donc, dans la publication initiale, effectivement, le terme végétatif est très décrié, comme vous le savez, ça résonance avec le côté vegetable, donc légumes. Et c'est vrai qu'il n'est pas complètement dans la conception initiale du terme, c'est plutôt les fonctions végétatives que, bien sûr, le côté plante. Mais c'est pour ça qu'en 2010, Stephen Morris à Liège a proposé un autre terme pour désigner exactement le même état de conscience, qui est l'état d'éveil non répondant, unresponsive wakefulness syndrome, qui a des avantages et d'autres inconvénients par ailleurs, notamment celui de ne pas être très bien connu et de ne pas être pour nous extrêmement précis, mais souvent on appelle un peu végétatif et étabonnéant. Ensuite, c'est beaucoup plus tard, Joe Giacchino, qui est américain, en fait, qui n'était pas seul, mais ils ont montré, ils ont observé surtout, que certains de ces patients, mais avaient quand même ils étaient extrêmement hétérogènes, il y avait quand même des réactions avec l'environnement qui étaient un peu plus complexes, et que peut-être tous ces patients-là n'étaient pas en état végétatif. Typiquement, ce qu'a évoqué Anne-Voisin tout à l'heure, le fait de suivre les yeux, de tourner la tête, de suivre les yeux, de pouvoir se gratter, avoir des comportements moteurs qui sont adaptés à l'environnement, même si ça ne permet pas de communiquer dans une relation très poussée. Et donc, ces patients, ils étaient appelés minimally responsive. Et en 1991, il a proposé une échelle qui s'appelle la Coma Recovery Scale, la première version, la version révisée, pour essayer de décrire un peu mieux et de quantifier ces états minimally responsive. Mais le problème, c'est que cette échelle, en fait, elle n'était pas très précise et elle ne permet pas de décrire exactement quel comportement vous classe dans cette catégorie minimally responsive. Et donc, la vraie nouveauté, le vrai saut, un petit peu dans la prise en charge de la conception de ces patients, ça a été la définition de ce qu'on appelle l'état de conscience minimale, avec un E, parce que c'est la conscience qui est minimale, c'est pas l'état. Et donc là, c'est un état dans lequel Giacchino a défini qu'il existait des signes indubitables, mais minimaux, c'est pas extrêmement précis, mais il va préciser par la suite. Comportementaux, c'est les signes défensifs, de conscience de soi et ou de l'environnement. Et donc, en gros, il avait décrit ça comme des comportements médiés connus par la cognition, qui, même s'il était parfois pas toujours reproductible, pas toujours présent, était quand même soutenu suffisamment longtemps pour être différencié de simples réflexes qu'on a vu dans l'état végétatif. Donc ça, c'est 2002. Et ça nous pose la question, qui est en fait une question extrêmement complexe, de savoir qu'est-ce qui est un réflexe, qu'est-ce qui est vraiment comportement conscient, surtout quand on n'a pas accès à la volonté du patient. Et en fait, comment s'en sortir? On s'en sort, et en clinique, c'est une pratique quotidienne, on s'en sort grâce à des échelles qui définissent quels comportements sont, quand ils sont observés, vous classent en état végétatif, par rapport à quand ils ne sont pas observés, ils sont plutôt classés en état de conscience, en état de conscience minimale, pardon, mais quand ils ne sont pas observés en état végétatif.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de récupération du commun. La CRSA, le pouvoir autoritaire, une version révisée, ça c'est 2004. Et c'est une échelle qui prend entre 20 et 45 minutes et à laquelle il faut être formé, qui est assez complexe, et qui définit tout un tas de comportements, tous les comportements qui sont là en bleu, sont des comportements que si vous les observez, même s'il n'y en a qu'un seul pour tout cela, le patient n'est pas en état végétatif, il est en état de conscience minimale. Par exemple, la localisation des objets, la conscience visuelle, donc le fait de suivre quelqu'un ou un miroir dans la pièce, les réactions motrices automatiques, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir, je sais pas, se gratter, enlever les électrodes de CG, tous les comportements qui sont dirigés vers un but, et puis les productions verbales intelligibles, même si elles ne pas communiquer vraiment, et aussi tout ce qui va être mouvement sur demande, le fait de serrer la main, même si ce n'est pas reproductible, tout ça, ça va vous placer dans l'état de conscience minimale. Et en fait, cette échelle, on n'arrive pas à passer juste en lisant les critères, il y a des critères de façon très stricte pour répondre à la commande, il faut demander plus de 4 fois, un droit de, il faut avoir 10 bons, un droit de répéter une fois la consigne, et pour poser des items, il faut qu'il y ait au moins 3 sur 4, une consigne. Vous voyez, ça permet justement de se mettre des critères assez stringents pour dire si là on a observé ça, c'est vraiment pas une réponse réflexe, ou parfois les gens inspirent, tirent la main comme ça quand on met la main dedans, c'est vraiment quelque chose qui est volontaire, ou en tout cas qui est un réflexe. Et puis il y a deux items qui sont l'utilisation fonctionnelle des objets, je vais vous montrer un exemple après, et puis la communication fonctionnelle des actes, c'est-à-dire la capacité, notamment avec les mouvements systématiques à la demande, d'obtenir un code de communication. Aussi simple soit-il, un oui, non, ça peut être une appel. Vous serrez la main pour dire oui et ne serrez pas, vous faites un autre geste pour dire non. Et quand on obtient ça, et qu'on arrive à communiquer sur 6 questions, là on dit que le patient est sorti d'état de conscience. Oui. Est-ce qu'on peut juste faire une petite pause? On a un petit problème pour les gens qui sont à distance. Ah oui, pas de souci. On va juste... on y va. Excusez-nous, ça va? Oui, très bien. Juste... si vous avez des questions entre-temps... Oui, voilà. Très important, cette histoire. Ouais. Du gras, ça va récupérer dans toutes ces... C'est clair, et dans toutes ces situations. L'évolution aussi de l'émotion, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que vous entendez sur le chat? Non. Regardez ce que disent les chats, savoir ce qui va pas. C'est le partage d'écran, hein, c'est juste qu'il s'est mis en pause et que si je le changeais, ça allait couper votre présentation. Ça résonne. Peut-être qu'il faut couper ce... Normalement, vous entendez. C'est l'autre là. C'est celle-là. C'est juste le partage d'écran qui était en pause. En fait. Là, regardez. Là. C'est l'autre présentation qui s'appelle pour ça, non? Je pense que ça aurait été bien de faire après. Avec le partage, voilà, et là on peut partager ici. Voilà. Ici. C'est bon. Je peux le remettre là. Voilà. Et là, je mets. Voilà. Donc, Ça le garde. Ça, vous pouvez partager votre écran. Voilà. C'est bon, c'est bon. Non. Voilà. Si. Mais après, vous allez m'entendre. Parce que je crois que c'est ça qui fait que... Mais en fait, je pense qu'il y a les deux micros, en fait. Oui, c'est ça. Il faut en couper un, mais ensuite, il faut que la salle entende. Et là... Mais il est... Là, est-ce que je parle assez? Je suis désolée. Je sais pas. Oui, je l'ai. Est-ce qu'on coupe celui-là ou pas? Oui. Mais moi, le micro, il est nécessaire à...
Mais ça fonctionne là, le partage d'écran. Le micro, si on l'arrête, les gens n'entendent plus. Ouais. C'est celui-là qu'il faut peut-être arrêter. C'est celui-là qu'on arrête. Ouais. Oui, et donc, comment vous avez dit? Ben, je vais parler là. Il y a un micro en plus. Ouais. Ouais. Voilà. Je vais prendre ça. Parce que c'est là, en fait. Ouais. Et ça va pas résonner. Vous l'avez fait là? Autrement, je prends le micro. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. Si j'allume là, ça va la faire un scène, donc celui-là, je sais pas. Et pour celui-là, ouais. Mais Et si là où j'allume là, ça va faire un scène. Ouais. On est Ouais. là. Ça va. Pas de... Et vous parleriez avec ça. Bah ouais. Et après, vous m'entendiez dans la pièce. Quoi. Mais si vous parlez avec ça, Avec celui-là, on entendra non, parce qu'en fait, ouais. le Zoom va prendre le son de l'ambiance et il prend mal du coup. Ça vous va? Normal. Essayez peut-être. Vous en dessous. Ouais. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous entendez mieux là sur le chat? Merci. Et donc, on va reprendre notre perspective historique. On a été à l'échelle de récupération du coma réalisé, donc l'état de conscience minimale. Et là, je vais vous montrer une vidéo très brève d'un patient qu'on avait évalué à la petite salpêtrière. On nous a appelé pour un patient qui n'est pas conscient. Ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il a les yeux ouverts. Vous pouvez déjà me dire qu'il n'est pas dans le coma. Et puis, on lui dit il n'y a aucun comportement qui nous fasse penser qu'il est conscient et qu'il interagit avec un coma. Et donc, là, il faut peut-être cliquer juste. Ouais. Je demande au patient de me montrer à quoi sert l'objet que je mets dans la main. Et qui me regarde, qui regarde aussi d'autres personnes qui filment, donc il y a un contact oculaire, c'est un suivi du regard en sens de la serre à la serre, mais il l'avait aussi. Et donc on a une réponse à la commande, et on a même une utilisation fonctionnelle des objets. Alors dans la serre à la serre, il faut deux objets différents pour passer, mais globalement il arrivait avec cet objet, il faisait comme s'il écrivait avec un stylo, et donc vous voyez qu'en fait ce patient, il n'est même pas en état de conscience minimale, il est sorti d'état de conscience minimale. Et donc, c'est typiquement ce genre de patient, c'est un patient assez jeune qui s'était défenestré et qui avait un traumatisme, un polytraumatisme, dont un traumatisme crânien. Donc, voilà à quoi ça ressemble un petit peu en pratique, les patients qui sont même au-delà de ce dont on parle avec cette échelle de récupération du coma, elle a permis ensuite de définir d'autres états. Je suis mis en arrière. Et en fait, une des distinctions assez classiques, c'est quand même de dire que tous ces signes-là ne sont pas équivalents. C'est très hétérogène le fait de fixer de changer, enfin, la fixation, c'est pour un objet, je le déplace et le patient va à nouveau le regarder. C'est probablement pas la même chose que d'être capable de répondre à la commande. Et donc ensuite, à Liège, ils ont défini ce qu'on appelle l'état de conscience minimale plus, MCS plus, en comparaison au moins, où le plus, c'est tous les signes qui sont présents, qui impliquent le langage et la communication. Bon, et en fait, ces patients-là, ils ont un meilleur pronostic que les patients avec un état de conscience minimale moins. Et ça, donc, toute cette littérature de 72 à 2004, même 2010, permis de représenter ces états de conscience sur une échelle bidimensionnelle que vous connaissez peut-être, qui représente schématiquement donc, la vigilance et la conscience d'accès, comme on l'a défini au tout début, de manière orthogonale. Et donc, le coma, c'est une absence de vigilance, donc il n'y a pas de conscience, donc il faut être vigilant pour être conscient. L'état végétatif, c'est un peu de vigilance, mais pas de signe de conscience. Et puis l'état de conscience minimale, c'est un peu entre les deux, entre l'état végétatif et puis la conscience normale. Et l'état de conscience minimale se situe là. Petit aparté, on peut sortir de l'état de conscience minimale extrêmement handicapé sur le plan fonctionnel, déjà moteur, notamment cognitif, y compris sur le plan cognitif, sur le plan de l'attention, de la mémoire, de vision spatiale, etc. Donc, ce n'est pas équivalent de reprise de conscience et pronostic fonctionnel. Et en fait, tout ça, c'est ce que nous a enseigné, toutes ces neurosciences
depuis 72, c'est basé sur le comportement. C'est tout ce qu'on observe en interagissant avec le patient en l'examen clinique. Et donc aussi bien sur la perception du monde extérieur que sur l'éveil. Et on sait maintenant, on sait déjà que c'est une avancée majeure par rapport à la vieille description, bien sûr, que de celui qui est au coma, que maintenant, cette échelle de récupération du coma, c'est le gold standard, c'est-à-dire c'est ce qui doit être fait chez ces patients-là, il faut la répéter, c'est dans les recommandations internationales, et on sait, là, c'est une seule publication, mais il y en a plein maintenant qui montrent que plus vous avez un score sur l'échelle de récupération du coma haut, plus vous êtes conscience minimale par rapport à végétatif, meilleur est le pronostic, quel que soit le timing après l'infection cérébrale, quel que soit le type d'infection cérébrale, etc. Mais en fait, il y a des limites quand même à cette approche-là. Déjà, quand on n'utilise pas d'échelle, avant, quand on demandait juste aux gens, vous pensez que le patient est conscient et en état de conscience humaine ou méditatif, ces échelles sont aussi tout le temps cette étude, mais elles commencent à être assez anciennes, et il y a 40% d'erreurs diagnostiques et souvent dans le sens de sous-estimer l'état de conscience des patients. Deuxième chose, en fait, ça prend du temps, il faut être formé, c'est une chaîne assez complexe, il faut la répéter en plus plusieurs fois pour avoir un score qui soit fiable. Et donc là, il y a des tentatives de développer des échelles simplifiées, un peu plus rapides, mais c'est quand même une limite dans la pratique parfois quotidienne. Et puis, elle n'est pas exhaustive, et ça va être vraiment tout de suite identifié, notamment sur tout ce qui est vécu émotionnel, qui peut bien sûr être conscient. Alors, on a aucun des items de l'échelle qui évalue ça. Puis, c'est des patients qui sont très hétérogènes. L'interprétation de certains signes n'est pas très simple en termes de conscience. On appelle ça l'état de conscience minimale, mais juste suivre du regard. Certains patients, malheureusement, se limitent à ça. Parce que c'est vraiment de la conscience. Ils ont conscience de vous, de qui vous êtes, de vous suivre et qu'ils le font volontairement. Ça, c'est très débattu. Et puis, il n'y a pas de prise en compte du tout de l'activité cérébrale des patients. Et je vais montrer dans la deuxième partie du topo que c'est très important. Alors, je ne vais pas faire des trucs très compliqués, mais globalement, on peut enregistrer bien sûr l'activité électrique cérébrale par de l'EEG de ces patients. Et une des premières choses qui a été montrée, c'est que, enfin, c'est pas une des premières choses, mais une chose importante qui a été montrée, c'est que la connectivité cérébrale, c'est-à-dire à quel point des électrodes distantes, donc des régions cérébrales distantes, partagent de l'information, est beaucoup plus élevée chez les patients sains que chez les patients avec des états de conscience altérés, mais aussi qu'il y a un gradient très important entre le patient végétatif, dans lequel il y a très peu de communication de longue distance, par rapport au patient où l'état de conscience minimale. Ça vous mène à ce qu'on a dit au tout début, que la conscience, elle est supportée par des réseaux qui sont distants, qui communiquent entre eux. Et donc, la communication entre ces régions est très importante. En plus de cette connectivité, on peut quantifier l'activité cérébrale de plein d'autres manières, avec plein de marqueurs. Je ne vais pas aussi faire des choses trop complexes, mais globalement, je ne sais pas si j'ai un petit pointeur, peu importe. À gauche, il y a des représentations topographiques, c'est-à-dire en fait, c'est le scan des patients en EEG. Il y a 250 électrodes, peu importe, on a un signal EEG, vous voyez pour voir comme ça semble, et on peut mesurer quel est le contenu fréquentiel. Il y a différentes fréquences. La fréquence alpha, c'est plutôt le EEG de veille normal quand on a les yeux fermés. Puis plus ça descend, plus c'est en gros, plus le EEG ralentit, somnolence, coma, etc. Puis on peut quantifier donc la connectivité entre les électrodes et puis la complexité du signal. Oh, ça, c'est un type, plus le signal est complexe, varie, plus il y a de richesse, si vous voulez, d'activité cérébrale, alors que si le signal est très monotone, et notamment ce qu'on observe dans des crises d'épilepsie, c'est un signal très pathologique, mais extrêmement monotone, il n'y a aucun partage d'informations, il n'y a pas de conscience. Et donc, on peut quantifier tout ça, et on peut individuellement regarder est-ce que les patients d'état de conscience minimale, ils ont un alpha plus élevé, plus de connectivité, plus de complexité, tout ça, et ça, c'est vrai, ça permet de différencier plus ou moins bien les états. Et on peut combiner tout ça avec des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle, peu importe comment vous les appelez. Et ce qui a été très intéressant, c'est de montrer que, en fait, quand on fait ça, on demande à l'algorithme, on prend 100 sujets, on entraîne l'algorithme, on dit voilà, il y a 50 végétatifs, 50 états de conscience minimale, voilà leur EEG, classe-moi un 101e patient qui n'a pas été utilisé pour entraîner l'algorithme. Et quand il fait ça, il va classer de manière correcte. Et tous les patients que vous allez ordonner par la suite, dans 67% des cas, les patients en état végétatif sont classés par l'algorithme comme étant bien en état végétatif, mais dans un tiers des cas, l'algorithme dit, sur la base de son EEG, moi j'aurais dit qu'il était plutôt en état de conscience minimale, donc une activité plus riche. On peut se dire peut-être que l'algorithme est mal entraîné, il n'est pas au point, etc. C'est une des possibilités, peut-être ça explique une partie des performances, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les 33% des patients, si vous regardez ce qui se passe par la suite, il y en a 2 fois plus qui récupèrent un état de conscience, qui s'améliore et qui récupèrent un état de conscience que ceux qui sont classés de manière correcte par l'algorithme, ce qui vous montre que quand même, dans l'activité cérébrale de ces patients, il y a des choses qui ne sont pas détectées par l'examen clinique et qui sont pertinentes pour leur devenir, et notamment pour la récupération de la conscience.
Donc ça, c'est une preuve de concept. On peut aussi regarder l'imagerie cérébrale de ces patients via l'imagerie fonctionnelle via du PET scanner au déoxyglucose. Et vous voyez aussi que là, il y a des différences majeures à l'état végétatif. Donc EWS, c'est Unresponsive Wakefulness Syndrome, l'état d'éveil non répondant, c'est végétatif. La deuxième colonne, c'est l'état de conscience humane. Bon, il ne faut même pas faire de la quantification très poussée de ce qui est fait dans cette étude pour voir qu'il y a des différences majeures d'activité métabolique cérébrale. Et on peut bien classer, ça on l'avait validé avec Lionel Nakache pendant ma thèse, on peut bien discriminer les patients grâce à ça, et on peut aussi un peu prédire leur devenir. Et ce qui est aussi quelque chose que nous, on pouvait faire sur faire un diagnostic clinique. Ensuite, on peut faire des choses aussi un peu plus compliquées. Là, tout ça, le PET scanner, c'est ce qu'on appelle des paradigmes de repos. C'est-à-dire, vous ne demandez rien au patient, vous le mettez un casque G, vous le mettez dans une IRM, vous le mettez dans un PET scanner, et vous enregistrez son activité comme ça, au repos, sans aucune consigne. Ensuite, on peut faire des choses qu'on appelle des paradigmes passifs, c'est-à-dire enregistrer l'activité électrique cérébrale, mais en même temps, on fait écouter des sons, en tout cas, on réalise une tâche cognitive, et en l'occurrence, ça c'est des potentiels évoqués auditifs, donc c'est faire écouter des sons. Et puis, ce n'est pas des sons monotones, c'est un paradigme qui est bien connu maintenant qu'on a plus de 50 ans de recul sur ce paradigme qu'on appelle le paradigme Hotball. Vous faites écouter des sons qui sont toujours les mêmes, tac, 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 de temps en temps, et de manière pseudo-aléatoire, pour 20% des cas a priori. À peu près, vous avez un son qui est différent, souvent c'est sur l'amplitude ou sur le pitch, ça peut être la durée, ça peut être pas mal de choses. Et en fait, si moi je vous fais faire ça et dans notre activité cérébrale, on va avoir deux types de réponses sur les potentiels évoqués. On va avoir une réponse assez précoce qui va s'appeler la mismatch negativity, qui est associée à la détection automatique, inconsciente de la violation de la régularité auditive, de cette nouveauté. En fait, le cerveau est très très fort pour détecter des nouveautés. Et ça, on sait dans la littérature chez le sujet sain, mais aussi chez le patient, que ce n'est pas quelque chose de conscient. Par contre, c'est quand même prédictif de la sortie du coma et de l'éveil. Et on obtient une deuxième réponse qui est plus tardive et dont en plus les générateurs sont beaucoup plus distribués et proches des réseaux d'inconscience que j'ai définis au début. Ça s'appelle la P300 et c'est la deuxième composante de la P300. Et ça, on sait que c'est associé à des mécanismes intentionnels qui sont conscients ou quasiment conscients, en tout cas très proches de la conscience, même si c'est un tout petit peu débattu. Et ça, c'est prédictif aussi du retour de la conscience. Donc, vous voyez, on peut enregistrer des choses, et ça, parfois, des P300, des mismatch négativity, vous les enregistrez chez les patients en état végétatif. Ça, c'est aussi un concept très important, vous le savez probablement, mais les patients en état végétatif, ils ont une activité cérébrale, ils n'ont pas un EEG plein, avec un moment encéphalique qu'on a un EEG plein. Et donc, on peut détecter ces choses-là, et la question de savoir est-ce qu'un patient en état végétatif avec une P300, c'est le même qu'un patient en état végétatif sans P300, probablement pas, et en fait, c'est pas le cas. Et c'est surtout sur les perspectives de récupération que c'est important. Et on peut aussi faire des potentiels évoqués avec des paradigmes même sémantiques, et ça je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous voyez, en fait, on peut tester des fonctions cognitives, la neuropsychologie parce que du patient via l'imagerie fonctionnelle, alors même que les patients n'ont pas un rapport cognitif, on va être capable de vous répondre, qui a entendu, qui avait le son, qui a différé, etc. Et puis la vraie avancée majeure qui commence à dater, hein, c'est 2006, ça fait presque 20 ans. C'était en IRM fonctionnel, c'était OL, au Canada, qui a mis en évidence, qui a pris 54 patients en état végétatif et qui les a mis dans une IRM fonctionnelle, donc on enregistre le signal hémodynamique cérébral, et puis qui leur a demandé, là, cette fois-ci c'est ce qu'on appelle une tâche active, puisqu'on interagit avec le sujet, on leur demande de réaliser une tâche. Il leur a demandé d'imaginer qu'ils étaient en train de se promener dans leur maison, cette navigation spatiale, qui chez un sujet sain active des régions plutôt postérieures pariétales. Ensuite, il leur demandait d'imaginer de jouer au tennis. En fait, on faisait ça plein de fois avec des blocs différents, et puis ensuite on moyenne l'activité cérébrale. Et jouer au tennis, c'est une mémoire, normalement ça devrait activer des régions plutôt motrices et prémotrices et motrices supplémentaires. J'imagine que je suis en train de taper dans la balle avec la raquette. Donc vous voyez que si je vous fais ça, je vois ces deux activités-là, pendant que je vous demande de réaliser les tâches, je vois que vous avez réalisé la tâche que je vous demandais et je suis capable de discriminer. Ben là, vous pensez que vous jouez au tennis et là, vous pensez que vous êtes en train de vous promener chez vous. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont fait ça chez des patients chez qui, donc, étant état végétatif, il n'y avait aucun rapport subjectif conscient. Et chez 5 de ces patients, 10%, ils ont mis en évidence des activités cérébrales qui étaient compatibles avec le fait qu'ils réalisaient effectivement la tâche. Donc là, vous voyez que le concept d'état végétatif chez ces patients-là, il vole un peu en éclat. On a dit qu'il n'y a pas de communication, pas de réponse à la commande, etc. Et pour aller encore plus loin, chez ces 5 patients qui ont répondu, en 2010, cette fois-ci, ils ont mis en évidence que le fait de réaliser des tâches différentes permettait d'obtenir un code de communication qui permettait de répondre de manière correcte à des questions. Là, c'était des questions personnelles. Est-ce que votre père s'appelle Alexandre? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Des choses comme ça. Et on répétait, si vous voulez dire oui, jouez au tennis. Si vous voulez dire non, promenez-vous dans votre maison.
Et donc, chez 2 de ces 5 patients, donc 2 de 5 de 54, hein, c'est vraiment une minorité, hein, il ne faut pas penser que tous les patients végétatifs sont dans cet état qui perdent en fait conscient. Et ils avaient obtenu un code de communication. Et donc, ces patients-là, code de communication, c'est même pas état de conscience minimale, on a vu, hein, c'est sortie d'état de conscience minimale, retour à la conscience, en tout cas tel que défini dans cette échelle. Donc ça, c'est un point majeur. Le problème, c'est que mettre des patients en état végétatif, surtout à la phase aiguë d'une agression cérébrale, quand ils sont encore ventilés, sous respiratoire artificiel, etc., dans une IRM fonctionnelle, c'est très difficile et parfois même impossible. Et donc là, deuxième avancée majeure, avec Benjamin Rowe à la Pitié, puis Yann Klassen à Columbia, à New York, c'est de faire ça à la phase aiguë du patient en réanimation avec de l'IEEG qui est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et alors là, c'était encore plus simple, hein, c'est même pas jouer au tennis, bouger dans votre maison. C'est la scène, c'est fermer la main, arrêter de fermer la main, fermer la main, arrêter de fermer la main. C'est les patients qui ne le faisaient pas, bien évidemment, sur le plan clinique, mais en enregistrant l'activité EEG. Et comme on savait quand est-ce qu'on demandait de fermer la main et de ne pas fermer la main, on peut enregistrer un algorithme aussi d'intelligence artificielle basé sur la puissance spectrale, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, et demander à l'algorithme est-ce que vous êtes capable de différencier les périodes où on a demandé de fermer la main et de ne pas fermer la main. Et donc, on peut montrer que quand on fait ça plein de fois, on peut avoir un test statistique qui nous montre, voilà, au-delà du niveau de la chance, je détectais que l'activité cérébrale était différente entre les 2 périodes de consigne. Et ça, quand on fait ça, on a cette réponse à la commande basée sur le G. C'est 15% des patients. Et ce qui est important, c'est que le GOS, c'est une échelle de récupération fonctionnelle à 6 mois, était significativement supérieur, 44% des patients qui avaient un bon pronostic fonctionnel, si vous voulez, versus 15% chez les patients qui avaient cette réponse à la commande basée sur le G. Et donc ça a amené au concept que je vais détailler un tout petit peu après de dissociation cognitivo-motrice, c'est-à-dire vous n'avez pas de réponse motrice, vous n'avez pas d'un rapport conscient plus subjectif, mais vous avez sur la base d'imagerie cérébrale une réponse à la commande et donc cette fameuse dissociation. Donc les recommandations, vous voyez, on peut faire plein de choses internationales pour évaluer ces patients-là. Ils disent qu'il faut faire plein d'examens et faire des approches multimodales, parce qu'effectivement, s'arrêter à l'examen clinique, on a vu que c'est probablement pas suffisant. L'état de dissociation cognitivo-motrice, maintenant, il y a eu une grande étude publiée cette année dans le New England Journal of Medicine qui estime plutôt qu'on est aux alentours de 20-25%. Alors, ce n'est pas des patients végétatifs, hein, c'est des patients qui sont dans le coma à la phase aiguë d'une agression cérébrale. Les patients végétatifs, c'est plutôt aux alentours peut-être de 10-15%, comme ça a été montré en début du XXIe siècle. Et clairement, non seulement sur on peut penser de l'interaction avec ces patients côté diagnostic, mais aussi sur le plan pronostic, ce qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, en tant que médecin. Ces patients avec la dissociation cognitivo-motrice ont un pronostic de récupération de la conscience bien meilleur, alors même qu'au moment où on les examine et on fait ces tests, ils sont similaires à ceux qui n'ont pas cette réponse à la commande. Et donc ça, le dissociation cognitivo-motrice, c'est 2016, le concept. Et puis maintenant, on peut montrer qu'en faisant tous ces examens compliqués, etc., intégrer l'expertise aussi dans l'équipe de la Pitié-Salpêtrière dans laquelle j'ai travaillé, à Sainte-Anne aussi, où dans laquelle j'ai travaillé aussi, on a montré que faire ces examens, avoir une réflexion collective sur le pronostic de ces patients basé sur ces examens permet de prédire leur devenir et d'améliorer en tout cas la prédiction de devenir, même si ça reste des patients qui sont très sévères. Vous voyez à droite, c'est une étude qu'on va bientôt publier, quand même des patients qui ont plus de 50% de mortalité à 1 an. On est quand même sur des patients qui sont extrêmement handicapés et sévèrement. On peut utiliser toutes ces choses de neurosciences cognitives pour essayer d'aller même plus loin sur le comportement. On revient à l'échelle comportementale, en fait. Il y a des signes qui ne sont pas inclus dans la CRSR. Dans la CRSR, il y a ce qu'on appelle le réflexe de sursaut au bruit. C'est très simple. Je tape dans les mains, vous allez sursauter. Et puis en fait, si je le fais 3 fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un problème. Et vous n'allez pas continuer à sursauter. Or, chez certains de ces patients, et ça c'est Lionel Nakache qui l'avait vu, on peut voir qu'en fait, c'est le réflexe de sursaut au bruit qu'on voit dans l'état végétatif, qui n'est pas du tout un signe de conscience minimale, il est inépuisable. Et chez certains autres, il est épuisable. Je ne sais pas si la vidéo va marcher. Est-ce que vous pourriez mettre, s'il vous plaît, une petite vidéo là sur ça? Là, c'est une patiente qui avait fait un accident vasculaire cérébral hémorragique, 27 ans. Alors là, vous n'avez pas le son, mais en gros, à chaque fois qu'elle cligne des yeux, je tape dans les mains. Donc vous voyez que là, le réflexe de sursaut au bruit, il est complètement inévitable, c'est pas du tout physiologique. Normalement, c'est une réponse à l'anticipation, de réponse à l'agression, mais ensuite on est capable de moduler et d'annihiler. Et on a montré avec de la haute densité du PET scanner qu'en fait, le fait d'avoir un réflexe, d'être capable d'inhiber ce réflexe, d'avoir un réflexe épuisable, c'est associé à une activité cérébrale, une richesse de l'activité cérébrale, aussi bien électrique que métabolique, plus importante, notamment dans les réseaux de la conscience, et que c'était également prédictif du retour et de la récupération de la conscience à 6 mois. Et donc tout ça, ça fait qu'on revient un petit peu sur ces définitions classiques
Déjà, même le coma, maintenant, dans la dernière définition du coma en 2022 proposée, il est suggéré d'inclure de l'imagerie cérébrale pour justement détecter ces patients qui ont cette fameuse dissociation cognitivo-motrice, même si là en rouge, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, même sur les autres items du coma, par exemple, de ne pas répondre à la commande, de ne pas ouvrir les yeux, etc. Donc, vous voyez que c'est des définitions, même si elles sont assénées, qui ne sont pas complètement consensuelles. Ça entraîne aussi beaucoup d'autres taxonomies. On a déjà parlé de la distinction état végétatif versus état d'éveil non répondant. On peut discuter des termes. Mais dans l'état de conscience minimale aussi, Lionel Nakache avait proposé plutôt de bouger un peu l'ordre des lettres et au lieu de MCS, d'appeler ça CMS parce que en fait, c'était pour Cognitively Mediated Syndrome, c'est-à-dire en fait, quand on a des items de la CRSR qui vous montrent que vous êtes dans l'état de conscience minimale, est-ce que c'est vraiment de la conscience? C'est très difficile de dire. Pour certains signes, probablement pas. Pour d'autres, c'est plus discutable. On ne peut même pas l'attester juste avec l'examen clinique. Donc, lui proposait plutôt de dire, en fait, ces signes-là, le fait de suivre du regard, le fait de répondre à la commande, c'est plutôt des signes que le cortex cérébral participe au comportement et qu'il y a de la cognition, sans parler de conscience. Et donc, c'est pour ça qu'il suggère, même si c'est plus pour faire bouger un peu les lignes que pour changer le nom du syndrome, mais que c'est plutôt des signes de participation du cortex au comportement plutôt que des signes de conscience à proprement parler. Ensuite, il y a, je vous ai parlé MCS+, MCS-, mais il y a aussi des MCS star, qui sont des patients qui auraient par exemple des P300, enfin, quand on fait des examens cliniques compliqués, ou alors ça s'appelle HMD aussi, Higher Order Motor Dissociation. Vous voyez qu'on se perd un peu dans les termes, en fait, on s'en moque un peu en pratique clinique. Ce qui nous intéresse, c'est la clinique, la CRSR, et puis ensuite le devenir des patients avec ces examens. Et quand même la dissociation cognitivo-motrice. Et même le terme de dissociation cognitivo-motrice, il va probablement changer. Il y a récemment une survey internationale de médecins auxquels j'ai participé. On va appeler peut-être ça covert awareness, donc conscience, mais pas... j'ai plus le terme français, mais pas... qui se traduit pas dans le comportement vraiment. Et voilà, et donc maintenant, les représentations classiques, vous voyez, vous vous souvenez de la représentation bidimensionnelle, conscience, vigilance. Maintenant, il y a une troisième dimension qui est incluse et qui est en fait la dimension de la cognition, telle qu'évaluée par l'imagerie cérébrale fonctionnelle, donc que ce soit le l'EEG, du PET ou l'IRM fonctionnel. Et donc, on sort de ces représentations un peu classiques qui restent quand même pertinentes aussi. En pratique, j'ai bientôt fini, j'espère que pas trop long. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble aussi, à quoi tous ces examens compliqués, il faut bien aussi les utiliser au jour le jour. Là, c'est un patient à quel je pense qu'on avait publié avec Lionel Nakache, un patient qui avait une cause un peu particulière de trouble de conscience, d'état de conscience altéré, puisque c'était une embolie graisseuse, c'est-à-dire une embolie de graisse des os suite à un polytraumatisme sur une chute de sa moteur, fracture multiple des membres inférieurs du bassin, et donc embolie graisseuse, état de coma, des lésions cérébrales sur l'IRM qui sont très diffuses, très sévères et inquiétantes, qui avaient inquiété nos collègues animateurs qui nous avaient appelés pour nous faire participer à une évaluation en vue peut-être d'arrêter les thérapeutiques actives chez ce patient de 26 ans. C'était quand même des décisions extrêmement lourdes de sens. Et en fait, on avait commencé à l'évaluer au bout de 2 semaines quand il était encore dans le coma. Et donc là, on avait mis en évidence qu'il avait une MMN, une mismatch negativity, une P300, donc les potentiels évoqués auditifs avec le paradigme output des sons qui diffèrent. Il avait quand même un EEG très inquiétant qui n'est pas réactif et ralenti. Mais cette MMN, cette P300, le caractère assez précoce de l'évaluation, on avait dit, je pense qu'il faut attendre encore, il y a quand même des petits signes peut-être favorables. Quelques jours après, il ouvre les yeux. Il peut être extubé, donc sur le ventilateur artificiel, mais jusqu'à 1 mois, il est encore en état végétatif. On l'a évalué plusieurs fois. Et là, on se dit, bon, quand même, 1 mois après l'agression cérébrale, ça commence à faire. C'est bien sûr pas très très long, surtout dans ce type d'étiologie à cet âge-là, mais quand même, on peut être inquiet. Et puis, on se pose quand même des questions de trajectoire de soins, de prise en charge, etc. Et là, on avait refait une évaluation, un PET scanner qui était plutôt favorable, plutôt état de conscience minimale plutôt que végétatif, un EEG qui était réactif. Et là, on avait dit aussi, il y a quand même des signes aussi dans les examens cliniques, paracliniques, qui sont favorables. Quelques jours après, il suit du regard, et puis ensuite, il commence à répondre à la commande 2 mois après l'agression cérébrale, à parler, à communiquer. Et là, on arrive à 3 mois. Et 1 an après, il reprend, il a un MMS à 29/30. Et là, il a repris le travail un peu plus d'1 an après. Donc, vous voyez, c'est le type de... Alors, c'est une agression très spécifique, c'est pour ça qu'on l'a publié. Mais c'est ce type de choses qu'on peut observer. Et malheureusement, chez les patients en post-arrêt cardiaque ou après trauma crânien, on peut s'arrêter sur n'importe quel état de cette récupération. Mais vous voyez que ces examens-là, ils permettent de préciser les choses et d'avancer à des moments où il y a des décisions qui doivent être prises. Par exemple, ce patient, sur en réanimation, il faisait
une infection très grave qui nécessitait de recours à des thérapeutiques très lourdes, des choses comme ça se discute de manière générale, même chez les patients qui sont conscients. Et bien, chez ces patients-là, ça se discute encore plus et on peut décider de temps en temps de ne pas le faire. Et les patients décèdent. Et donc, ce type d'outil est extrêmement pertinent pour savoir justement qu'est-ce qu'on peut attendre et quelle est la proportionnalité des soins qu'on doit mettre en place pour ne pas tomber dans l'obstination déraisonnable qui existe aussi. C'est très, très important. Ensuite, il y a d'autres troubles de conscience. Je ne vais pas passer trop de temps. Je voulais juste vous dire un petit mot quand même devant une assemblée principalement de psychologues qu'il y a des troubles de conscience psychogènes. Je ne sais pas si le terme change un peu ces derniers temps, que ça peut être de la simulation, mais c'est rarissime. Et moi, je n'ai jamais vu, ce n'est pas du tout notre fonds de commerce. C'est plus de vraie conversion. Peut-être que je n'utilise pas les bons termes, mais ne m'en voulez pas. Et puis, n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la catatonie, qui peut d'ailleurs être organique, suite à des vrais troubles, enfin des vraies pathologies, type, des pathologies, toutes les pathologies sont vraies, mais des pathologies organiques authentifiées comme les encéphalitides immunes, notamment anticorps, antirécepteurs MDA. Mais que dans les modèles de catatonie, qui sont d'ailleurs très vastes, parce que ça implique notamment le GABA, tous les neurotransmetteurs, dopamine, glutamate, on est assez proche de troubles de la conscience et que ces patients, en pratique, ils ont des troubles de conscience qui sont très fluctuants, parfois au contraire, ils sont agités. Mais donc, il y a une proximité importante sur la physiopathologie, sur la réponse au traitement. Les benzodiazépines, c'est quelque chose qu'on teste chez les patients qui ont un état de conscience altéré, parce que dans 5 à 10% des cas, ça peut entraîner une réaction paradoxale et éveiller les patients, comme dans la catatonie. Et puis aussi sur des traitements plus de stimulation cérébrale, c'est proche. Donc voilà, je voulais ouvrir un petit peu là-dessus. Cette perspective historique, c'est ma dernière diapo. Vous voyez que ça a beaucoup évolué depuis Hippocrate. J'ai parlé surtout de diagnostic et de pronostic, mais il y a aussi des enjeux thérapeutiques, éthiques, sociétaux, sociaux, psychanalytiques aussi, dont on va parler aujourd'hui. Je suis très content de faire partie de ce colloque pour ça, parce que moi, je vais apprendre beaucoup de choses, je pense. Donc, je voulais replacer les deux autres psychanalystes que je connais, qui sont Freud et Lacan, sur cette frise. Vous voyez que j'attends le psychanalyste des sociétés cognitives motrices que je rajouterai la prochaine fois. Merci beaucoup et je suis disponible pour les questions.